Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On commence comme d'hab par le Bitcoin. Pas grand chose à sortir de tout ça, toujours dans le range, donc on va pas y passer 10 ans et pas perdre plus de temps que ça. Il n'y a donc plus de volatilité pour l'instant, même malgré le petit rejet baissier d'hier. Plus d'atteinte vendeuse immédiate après. La volatilité se comprime. Par contre, attention, en termes d'amplitude de chandelier en balayage intraday, il y a quand même toujours de la volatilité. On voit qu'on est sur des standards, alors qui sont incomparable à ce qu'on pouvait avoir pendant la phase complètement bullesque puis décrochage en crack, mais je retrouve toujours de la volatilité. Voilà. Moi, le standard auquel je veux recoller, c'est plutôt des trucs comme ça, là. Des vraies petites toupies. On n'y est pas encore. On est vraiment, donc, pour l'instant, dans un range. On sent la nervosité. La nervosité est toujours palpable, ce qui fait que, pour moi, traverser du désert, ça colle pas encore. Ou alors ça pourrait être le début. Voilà, c'est-à-dire qu'avant la capitulation, avant que le marché se dise tout simplement, il n'y a plus rien à en faire de ce marché, on en est encore loin, je pense. Donc, pour moi, ça laisse toujours les deux mêmes choix, à savoir attendre ou attendre. Donc, voilà ma posture actuelle sur l'ensemble des marchés crypto. On continue, on va sur les autres marchés. Je jette un coup d'œil rapidos à ce par quoi on va commencer. Donc les actions plutôt en hausse malgré des clôtures en baisse hier à Wall Street. Donc on va voir comment se positionne le cash ce matin en zone européenne. Comme d'hab, vous savez, les Européens, ce sont les flippettes. Ils n'ont pas de volume, ils vont certainement botter en touche, en plus qu'on est en plein été. Donc on va essayer d'aller voir sur quel niveau en fait on pourrait se positionner pour cet après-midi. C'est plutôt ça, en fait, nous, notre liquidité, elle sert probablement juste à amener les prix là où on a surtout envie de les retrouver à Wall Street demain. Et donc on va essayer d'aller voir ça. Je pense que pour la partie indicielle, c'est ça la logique ce matin. Côté taux, ça fait toujours mumuse. Ça, c'est toujours le truc qui va nous coûter très très cher en zone euro si ça remonte pas plus vite que ça. Mais on va laisser faire. Donc pour l'instant, pas de pari spéculatif trop fort là-dessus. Moi malheureusement, si, je suis dedans et pas tout doucement. Les boons, j'ai mis du monde là-dessus. Et pour l'instant, je suis obligé d'attendre patiemment. Tout simplement que les prix aillent chercher soit des targets, soit l'expiration. Donc je patiente sagement. Mais voilà, au niveau des boons, c'est pas bon. Pour l'instant, enfin c'est pas bon, ça veut pas y aller, ça traîne les pieds, ça traîne la savate, et évidemment comme d'hab, ça va se faire avec l'échéance, donc il va falloir jouer avec le rollover. Enfin bon, on a encore une semaine ou deux avant que ça se produise, je crois que c'est de mémoire début septembre, voilà, c'est vers le 4-5 septembre là qu'on va avoir les rollovers, donc il va falloir se repositionner sur les prochaines échéances de Bund trimestrielles. Sur les 10 ans américains, toujours aucune conviction de ma part. On voit bien que Wall Street price sans aucun problème la prochaine hausse de taux en septembre. Sinon, le repo serait déjà en train de se détendre. Encore une fois, je vous rappelle qu'il y a le marché des taux, celui dont tout le monde parle, et il y a la réalité financière. C'est là que se jouent les choses. C'est là que Wall Street est soutenu. C'est pas à 10 ans. Encore une fois, les mecs qui achètent des actions en intraday, ils en ont rien à foutre de ce qui se passera dans 10 ans. Ceux qui font tourner le volume en ce moment, c'est ceux qui travaillent avec ça. Et forcément, on voit bien qu'eux, s'ils se price à ce prix-là, c'est parce que ils pensent que voilà, on survit encore tant qu'on peut. Puis dès qu'on va se rapprocher de début septembre, il va falloir remonter les prix et obligatoirement sur les prochaines échéances parce que tout simplement on price la haute de saut, et si on la priceait pas on serait déjà en train de se réorienter à la baisse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc pour l'instant ça me semble être plutôt parti pour une hausse de taux en septembre, probablement la dernière, mais à mon avis à la rentrée on va se prendre un nouveau tour de vis. Les junk bonds, toujours au-dessus des résistances. Voilà, donc toujours en train d'essayer le franchissement. On est sur la zone charnière, attention, si je dis là, à tout moment la tension peut revenir sur les junk bonds, c'est-à-dire ça vient ici, ça passe pas, et bam. On est bien en train d'essayer de travailler la résistance, donc comme je vous dis, on fait tout pour mettre la pression. Le problème c'est que maintenant le gold, on a tellement fait les cons dessus qu'on est arrivé sur des niveaux de long terme, et ça peut plus baisser. Maintenant les mecs achètent le métal jaune, peu importe le prix, peu importe la violence des mouvements baissiers, rien à foutre, tout le monde achète tout simplement parce qu'à ces prix-là c'est cadeau. C'est ce que je vous avais dit, on arrive sur les achats de long terme, au bout d'un moment on a beau faire les cons, le marché il a quand même des limites. Alors c'était l'été, il n'y avait personne, on pouvait pousser les tendances stupidement aussi fort qu'on pouvait, grâce au plaisir du spéculateur, mais le problème c'est là,
on est arrivé sur des niveaux un peu paradoxaux. Bon, ben voilà, le marché se positionne, tout simplement, c'est aussi con que ça. Donc, ben, on a fermé les portes sur le gold, il n'y a plus de relais baissier, en tout cas pas pour l'instant. Le VIX, bah, est pareil, on est à 12. Qu'est-ce qu'on fout à 12, encore une fois? Quand tu es dans un marché pré-récessif, 12, c'est le plancher, quoi. Donc, on est sur un plancher de volatilité. Alors, ils font tout pour maintenir les prix proches du plancher. Mais là, je vois pas comment on retournerait à 10. Donc c'est vraiment 12, c'est le plancher, on va y rester. Donc là, bah voilà, bah les actions, ça plafonne. Ils font tout pour essayer de grappiller. Comme je vous dis, c'est le marché zombie. Le principe, c'est de ne jamais chuter ou de chuter très court terme et que la volatilité monte très vite mais que les prix ne baissent pas pour que très rapidement les gens sortent de ces couvertures. C'est aussi simple que ça. Le principe, c'est de vous dire, quand on arrive sur le risque d'un sommet de marché, bon, achetez quelques puts à très court terme, à très courte échéance, vous les revendez avec une plus-value de 10%, 10-15%, et puis derrière, c'est terminé. Vous faites des petits paris spéculatifs sur la volatilité, et puis c'est réglé. Voilà. Et en fait, comme ça, vous pouvez faire mumuse sans toucher vos actions. Voilà. C'est vraiment ça le schéma qui est vendu à Wall Street pour l'instant. Ça fonctionne, mais encore une fois, je vous dis, c'est un schéma très, très, très dangereux sur des marchés extrêmement peu liquides. Ou en plus, je le dis franchement, il y a un risque systémique sur les puts. Aujourd'hui, les puts vendus à ce prix-là, si on a un cataclysme et qu'on perd 15%, je ne suis pas certain que les puts puissent être honorés. Voilà, c'est un vrai problème, ça. Donc il va falloir faire attention avec ce truc-là, parce qu'il y a vraiment un trou d'air de 10% possible, mais pour ça, il faut que des grosses valeurs décrochent, et pour l'instant, Wall Street ne veut pas les laisser. On va en parler juste après. Donc voilà, un gold, on est bien sur les bottoms, ou quoi qu'il arrive, moi je vous dis cette zone bleue j'achète, tous les pullbacks qui vont se faire là-dedans je prendrai. Je pense qu'on peut avoir des petits pullbacks légèrement plus profonds pour l'instant, mais voilà, en gros c'est Morning Star, Evening Star, ils font tout pour dire, oula attention, on va pas non plus vous laisser faire n'importe quoi avec le gold tout de suite, on va d'abord ranger un peu, mais la sortie elle est évidente, pour moi c'est clairement, on va sortir de ce canal par le haut, on a installé, comme je vous dis, un autre tout aussi crétin, dont on va sortir par le haut également, c'est-à-dire on va d'abord construire le canal, et puis, moi je m'attends toujours à des vagues 5 étendues là-dedans, c'est-à-dire probablement un schéma de ce type-là, voilà, 1, 2, 3, 4 en overlap, et derrière une 5 bien étendue qui casse le canal. C'est le même schéma stupide qu'ici. Construire un canal, hop, et puis derrière on démonte tout ce petit monde en accélérant. Donc c'est vraiment pour moi typiquement le schéma que j'attends, c'est-à-dire de faire 1, 2, 3 contacts sur le bas de canal, probablement essayer de piéger un peu sur la 4, et puis derrière la 5 on enfonce comme des cochons, et on retourne chercher au-dessus de 1300 dans un premier temps, et puis après on verra si on va plus loin. Mais c'est vraiment sous cette forme-là que je pense que ce marché va essayer d'avancer, vraiment comme un zombie. Donc le principe c'est juste de se dire, bon bah on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas trop comment faire avancer ce truc-là. C'est purement du marché à con. Et en attendant, ici, voilà, à long terme, il y a des mecs qui se sont positionnés comme moi et qui lâcheront pas. Ici, c'est buy and hold. Moi, je m'en bats les couilles. Ce que j'ai acheté en gold ici, il n'y a pas de stop. Vous pouvez me tirer à 1000 $, j'en ai rien à foutre. C'est pas grave. À ce prix-là, c'est cadeau. Donc, je prends, il n'y a pas de souci. Même chose pour le silver. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? L'eurodoll, tiens, on va en parler. Celui-là, il est important. Donc l'eurodoll, petite conso peut-être à venir là au sein des prochaines semaines, mais j'attends pas une énorme consolidation. Pour moi, ça, c'est une vague de baisse qui s'est terminée. On est bien ici dans un schéma A, B, C. Donc je pense que l'eurodoll, c'est terminé, en fait, tout simplement. On est dans la zone d'achat. Je vois pas ce qui nous empêchera de racheter ce marché ici. On est typiquement donc dans un schéma marché de range, c'est-à-dire on forme le bottom, on forme le creux. Je parle depuis la zone des 1,40. On forme bien le creux, hop, on prépare le range, on vient chercher là le haut de la zone de nœud, ça revend, on fait le pullback dans la zone bleue. On peut aller encore légèrement plus bas, ce ne serait pas surprenant. Il faut vraiment faire attention à ne pas non plus anticiper la sortie de la zone bleue. On peut très bien la voyer pour une raison, hop, aller un peu plus bas, faire chier le monde. Mais moi, ça me semble vraiment mature, puis c'est surtout que là, cette remontée qui efface complètement le dernier pricing sous les 1,15, ça c'est intéressant. Ça montre que le marché, là, il a tenté son impulsion, il se fait prendre à contre-pied. Ça, généralement, effectivement, c'est un marché qui va très très rapidement être racheté. C'est-à-dire que les gens qui ont joué les ventes, dès qu'on arrive sur les supports, soit se rachètent, soit tout simplement des gens rentrent à l'achat. Et ça, c'est plutôt généralement un marché qui se tient très bien. Donc on va voir, on est sur des vagues 1, donc je vous rappelle que les vagues 1 ont souvent des structures de range. Donc je m'attends toujours à ce qu'on constitue un range ici sur des pullbacks vers les zones des 1,14. Mais ces zones-là sont plutôt à acheter. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui se trouve sous 1,1450, c'est à prendre, quoi. Voilà, 1,1450, tout ce qui se trouvera là-dessous en termes de signaux d'achat 2 heures, pour moi, c'est tout bénef. Donc pour l'instant, j'attends les pullbacks dans un premier temps. Sur ce qui n'est pas du tout le cas encore actuellement. Voilà.
Donc en termes de fourchette d'Andrews, voilà moi ce que ça me donne, hein, c'est-à-dire vraiment là clairement le minimum, au moins venir chercher cette zone bleue. Je pense qu'on ira même un peu plus bas, mais voilà. Dans l'idée, moi, c'est vraiment au minimum ici, et il faut qu'il y ait conjonction avec un support ici, un support de cette vague-là, hein, c'est-à-dire c'est ces niveaux qu'on va retester, donc je dirais hop, là ou là, c'est toutes des zones où on peut trouver des achats, mais il faut que ce soit en conjonction avec des doubles signaux acheteurs. Donc voilà, pour l'instant, cette zone-là a donné un double signal très faible avec juste un oscillateur. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas vraiment cette zone qui me plaît. Moi, je veux vraiment une extraction baissière. Donc je vous le cache pas, j'y suis allé direct ce matin, vente euro-yen comme un cochon, direct levier 4. Là, je fais pas semblant, hein. Je vous l'avais dit, ici, je sentais qu'ils allaient me la foutre à l'envers. Du coup, j'ai été malin. Quand j'ai vu qu'ils me la faisaient, je suis sorti là et je me suis dit, ok, cool, je vais revendre par là. Ce matin, je suis tombé sur ce joli signal exit. J'ai cartouché d'entrée de jeu. Levier 4 sur l'euro-yen, je reprends le levier max, mon stop se trouve là-haut et il est intouchable, mais on va voir quand même. Voilà, je vise donc dans le scénario comme je vous l'ai dit l'autre jour, le marché est complètement stupide, il a poussé, il est allé chasser les stops comme je l'attendais, maintenant qu'il est là-haut et qu'il doit se racheter, qu'il doit se revendre, c'est-à-dire le marché a poussé à l'achat, il faut bien qu'il revende les achats. Encore une fois, hein, le market maker, il rentre et il sort, et comme il est rentré brutalement, hein, voilà, il est rentré pour pousser les prix là et exécuter les ordres, et ben maintenant c'est bien, il faut qu'il ressorte. Voilà. Donc comme il va ressortir, il va probablement faire baisser les prix, et comme il va faire baisser les prix, moi je vais me régaler. Donc voilà, 61% de retracement de la dernière vague, c'est encore une fois énorme et complètement hors norme. Mais on est là, la trail line est à 40, c'est du grand n'importe quoi. Encore une fois, hein, ça c'est un beau travail de market making, et je t'arrache et je t'arrache et je te lâche rien jusqu'à prendre tes stops. Évidemment, tous ceux qui se seraient amusés à trader là, qui était le signal normal avec du levier, ils se sont tous fait démonter. Mais moi maintenant que je rentre, je pense que je suis plutôt tranquille. Alors je voulais celui-là de prix, hein, très clairement, je vous ai donné 129,10 parce que je pensais que le market maker viendrait tirer jusqu'à la zone de breakout pour faire rentrer les imbéciles. C'est possible qu'on aille jusque-là. Encore une fois, là, c'est complètement dans mon money management. Maintenant, pour arriver à venir me choper du stop là-haut, je lui souhaite bien du courage à mon ami le market maker. Là, je pense qu'il a terminé son boulot. Il aurait peut-être un petit peu de gaz pour essayer de choper à court terme. Moi, quand j'ai vu le exit ce matin, là, vraiment, je ne me suis pas posé plus de questions que ça. C'est surtout que là, à ce stade-là, c'est tout gagné. Surtout quand la trail line, je vous dis, est à 40. Là, à tous les coups, c'est pullback. Peut-être une petite poussée supplémentaire pour aller à la divergence, mais c'est vraiment dans tous les cas ici, pour moi, game over. Donc, j'hésite pas à rentrer. On est sur des prix où il y a des résistances, il y a du volume. Donc, je pense qu'on a ce qu'il faut pour trouver le matelas institutionnel ici. C'est-à-dire qu'entre guillemets, comme ce niveau-là a été breaké au sud, je pense qu'ici, il y a de toute façon des ordres à la vente qui me servent de matelas protecteur. L'autre chose, je rentre à la vente sur l'USD Yen doucement. Donc, j'ai cartouché l'euro Yen, mais je commence à rentrer doucement à la vente sur le dollar Yen également. Je repars à la vente renforcée sur USD CNH. On n'est pas totalement venu chercher mon niveau technique, donc je ne mets pas encore la cartouche toute pleine. Je vous rappelle, là, je suis vraiment en zone spéculative. Ça peut remonter un peu plus haut, mais ici, voilà, je prends tout simplement la structure pour moi A, B, C rapide. Hein. On voit bien une première phase d'accumulation, ça range, et une deuxième impulsion. Maintenant, là encore, attention, le market maker peut sans problème me dire, hop, allez, je remonte te dire un petit bonjour et te racler un petit coup les stops. Mais bon, là, encore une fois, je vais très très loin, et c'est surtout que là, je commence à tremper un orteil. J'ai mis 15K là-dessus, hein, donc autant vous dire, vu la taille du capital, ça fait vraiment que dalle de chez que dalle. Donc pour l'instant, c'est vraiment, je fous un doigt de pied dans l'eau, et je commencerai à m'intéresser à des renforts plus importants là-haut. Tant qu'on ne vient pas dépasser le sommet là-haut, je ne vois pas d'inquiétude sur la partie USD CNH. Donc je commence légèrement à me réexposer sur le dollar via USD Yen, USD CNH et USD MXN. Non, pardon, USD MXN, je suis à l'achat et j'y reste. Non, je suis ni à l'achat ni à la vente. Voilà, autant pour moi. J'avais été à la vente, j'avais encaissé les profits, et maintenant j'attends qu'on vienne chercher les zones résistantes sur les zones supérieures. Donc là, c'est plutôt une couverture. Du coup, là, je suis plutôt en attente que le dollar monte, et j'attendrai de le vendre un peu plus haut. Voilà. Mais pour l'instant, je me positionne CNH, USD Yen, euro-dollar toujours, hein, GBP USD. Donc pour la partie dollar, hein, maintenant, je pense qu'on a ce qu'il faut, mais à court terme, ça pourrait toujours trouver quelques petits relais, c'est-à-dire plutôt du range sur le dollar, mais à terme, ces ranges pour moi seront baissiers, donc je commence à me positionner gentiment sur cette valeur dollar. Je reste toujours à l'achat du yen, pour l'instant plus euro-yen qu'USD yen, mais je vous ai dit, au bout d'un moment, je vais passer sur l'USD yen. Voilà.
Les actions américaines. Alors non, US Oil et UK Oil, voilà, on va les voir. Donc c'est bien, ça déborde les zones comme attendu. Encore une fois, j'ai dit, le market making fait tout le travail en ce moment, c'est-à-dire que toutes les zones où ça devrait réagir, on les démonte pour essayer surtout de choper les stops des spéculateurs. Donc là, je vais attendre probablement pour moi les déclenchements de stop. Donc là, vous voyez, c'est pas compliqué à savoir comment, où le market maker va essayer d'aller travailler. C'est dans les zones où il y a plus trop de volume, parce que c'est là où en fait il n'y a que les imbéciles qui tradent. Donc je pense que c'est par là qu'on va essayer d'aller. Et effectivement, c'est par là que ça m'intéresse. Et je pense que le market maker là va essayer de nous faire le breakout juste au-dessus de ça, histoire d'emmerder le monde. Donc c'est vraiment voilà dans cette zone-là, proche du 61%, que à mon avis c'est plutôt par là qu'il va falloir récupérer des ventes sur l'US Oil. Je reste bien vendeur là-dessus, hein. Ça, il n'y a aucun doute. Mais c'est vrai que là, à court terme, il y a des petits trucs avec l'Iran. Donc il y a des catalyseurs pour monter, il y a probablement des particuliers qui vendent. Il y a de la demande en volume, hein, donc c'est très intéressant. On voit bien des prix qui baissent, qui reviennent chercher des résistances, qui catalysent beaucoup de volume. Donc voilà, pour l'instant, je me dis, il y a probablement quand même de l'institutionnel qui se positionne là-dessus, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont suffisamment nombreux ici. Donc je m'attends vraiment à des extractions haussières un petit peu plus poussées sur ces types de marchés pour essayer, je pense très probablement, de tirer un peu plus fort, un peu plus haut, et donc de meilleurs prix. Donc vraiment pour l'instant, voilà, moi j'attends par là qu'on ait au moins touché ce truc-là, et dans ce cluster de résistance, essayer de voir si on arrive à faire une petite mèche haute là pour choper un 61% de retracement. Là, ça deviendra des prix très intéressants pour vendre avec des stops au-dessus du sommet, et puis après, Inch'Allah, et on verra bien ce qu'il en est. On a fait le tour de commodities, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Le gaz pour l'instant. Le gaz peut-être qu'il va falloir s'y remettre dans pas trop longtemps. Je vous rappelle que le gaz, du coup, maintenant, la nouveauté que j'ai compris, alors il m'a fallu un moment pour comprendre, mais je ne traitais pas cet actif. Donc rappelez-vous, c'est toujours pareil, quand on va se rapprocher des mois de l'hiver, on va commencer à retrouver de la volate là-dessus. Ça peut devenir intéressant. La grande question là, c'est vraiment de savoir, vous voyez bien, le prix support là est complètement, c'est un truc de ouf quoi. Donc à voir, le problème c'est que les pressions restent baissières. Je vous rappelle donc qu'on fait des gros spikes comme ça. Donc je m'attends bizarrement à ce que cet hiver, on ait un mouvement assez épidermique au courant de l'hiver. Donc tout simplement, en fait, ça c'est parce que le marché il est tenu par deux types d'acteurs, les spéculateurs et ceux qui se couvrent des variations du gaz. Donc il y a des actions de couverture qui vont avoir plutôt tendance à faire baisser le gaz, d'accord, et des positionnements spéculatifs qui vont plutôt avoir tendance à le faire monter. Exactement donc ce que je faisais l'année dernière. Moi j'essayais de faire monter le gaz, ça avait marché par moment, et puis évidemment il y avait toujours les positions de couverture très brutales derrière qui, dès que les spéculateurs tombent, dès que les spéculateurs encaissent les gains, les prix tombent très vite. Et donc l'erreur que j'avais commise l'année dernière sur le gaz, c'était de laisser traîner les positions dans un objectif spéculatif, alors qu'en fait il fallait juste rentrer, prendre le gain, se barrer et pas laisser traîner les positions. Ça m'a valu en fait de voir beaucoup d'énormes gains se faire la malle sur le gaz l'année dernière. J'ai pas l'intention de reproduire cette erreur. Donc je m'attends éventuellement à ce que cette année on arrive à basculer sous ce support à courte échéance. Mais voyez que par contre, si on franchit les résistances, là, ça va être costaud. C'est-à-dire que là, pour le coup, dans un objectif spéculatif, la vraie grande question, là, c'est de savoir si ça, c'est juste une phase de conso, et je pense que c'est le cas. C'est-à-dire que pour moi, dans la structure, ça ressemble bien à une impulsion. D'accord ? C'est-à-dire que pour moi, on est dans une phase consolidante sur le gaz, dans un range, hein, mais donc dans un range, c'est toujours ABC. Hein, vous voyez, là, ici, ça fait première impulsion, conso, deuxième impulsion assez longue, première impulsion concio, je m'attends à une deuxième impulsion assez longue, et donc une hausse du gaz assez importante. La question, c'est de savoir quelle est la structure de cette phase de consolidation. Et pour moi, elle se terminera après une nouvelle phase de baisse, avant de revenir chercher des zones résistantes assez importantes, probablement au moins là-haut. Donc le truc, c'est ça. D'accord, d'essayer de trouver la structure du range. Je m'attends ici à ce qu'on casse le support au moins temporairement pour faire chier comme d'hab, hein, c'est toujours pareil. Donc la question c'est ça. Et pour moi le schéma c'est vraiment ce type de consolidation là, c'est-à-dire A, B, C, A, B, C. Là c'est très sale comme consolidation, mais je le vois bien comme ça. Donc ça nous fait A, B, ici il resterait une impulsion à faire, D et E, et on terminerait sur le point bas. D'accord ? Donc là, je m'attends normalement, comme on est déjà arrivé là sur la première impulsion, la deuxième doit techniquement au moins revenir là, comme on l'avait fait.
C'est-à-dire ici, vous voyez, on avait bien fait les 2 vagues de baisse. Là, on en a fait une directe. Je m'attends à ce que la deuxième, normalement, aille un peu plus bas. Donc je me dis, là, on a un tout petit cluster de support avec un ancien breakout à venir revisiter. Donc il me semblerait assez logique qu'on la fasse sous cette forme-là. Et dans ce cas-là, soit on se contente d'un ABC assez complexe et on repart ici, soit on se la fait en 3 vagues et tout simplement, du coup, on passe un été sur ces zones de prix. Enfin bon, voilà. Moi, c'est par là que ça va m'intéresser le gaz. Du coup, en achat spéculatif cet hiver, par là, en cassure de ce support-là et en recherche de ces prix-là. Donc ici, essayez de voir et de surveiller. Bon, on n'y est pas. C'est vraiment, je vous en parle en avance, mais en daily, ça va prendre encore pas mal de temps. Mais voilà, par exemple, là, si horizon début octobre, première quinzaine d'octobre, on va dire, voire début. On va dire entre octobre et novembre, s'il y a un positionnement qui peut se faire en spéculatif par là, ça va m'intéresser. Voilà, le seul truc, c'est que pour l'instant, il va déjà falloir y aller, et c'est pas encore fait. Donc pour l'instant, ça va se contenter d'être une petite alerte, et à surveiller, mais à garder en fond de cerveau pour surveiller tout ça. La UDNZD, côté FX, pareil, je reprends les achats, hein, je m'en bats les couilles, on a beau clôturer en bas, on fait ce qu'on veut, faites les couillons, je m'en branle, je reste à l'achat de ce truc, et je renforce, j'ai pas peur. Voilà. Donc là, UDNZD, je garde et j'en remets même encore un peu. Donc on verra jusqu'à ce qu'on m'ait prouvé le contraire. Je pense qu'on peut revenir chercher carrément ces zones-là pour faire chier le monde. Mais là, UDNZD, honnêtement, je pense que quoi qu'il arrive, ce marché est haussier et qu'il faut juste être très patient et pas laisser les nerfs prendre le dessus. Donc après, pas trop de levier, mais on est bien d'accord que là, on est sur des zones de prix qui représentent que dalle. Voilà, ça balaye beaucoup la UDNZD, mais je vous rappelle que c'est un cross exotique, c'est-à-dire c'est un cross de devises qui sont jumelles, enfin pas jumelles, mais qui ont des corrélations assez puissantes, qui fait que la UDNZD, c'est pas la paire la plus volatile. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais mettre un levier 7 sur un eurodoll, mais ça peut arriver sans problème sur un UDNZD qui est beaucoup moins volatile. Alors, disons qu'elles ont un destin assez lié, la UD et l'NZD. Donc dans les deux cas, elles ont cet intérêt jumelé que certaines devises comme l'eurodoll n'ont pas. Voilà. L'eurodoll, tout ce qu'elle partage, ces deux devises, c'est le fait qu'elles catalysent des millions, des milliards et des milliards de capitalisation, d'échange de capitaux, mais c'est tout. Voilà. Et que ce sont deux grosses économies, mais elles ont bien des destins différents, ce qui fait que ça peut être très volatile et il peut y avoir des phases où les deux sont très très opposés. Vous avez l'euro qui explose, le dollar qui s'effondre, et dans ce cas-là, évidemment, vous avez vraiment des mouvements très forts sur l'eurodoll. Donc vous amusez pas, jamais de levier 6 ou 7, enfin jamais levier 7, 8, c'est pas possible à faire ça sur un euro-dollar. Mais sur un cross exotique comme la UDNZD, c'est possible. Allez, les actions. Donc Tesla, pas encore sur les zones de prix qui m'intéressent. Moi, je ne revends pas tant qu'on n'est pas en zone haute de la zone neuneu. Je vous rappelle, la stratégie, elle est tout aussi conne que ça. On est en zone neuneu, donc pour moi, il y a une résistance là-haut. Tant qu'on ne vient pas la chercher, ça ne m'intéresse pas. Apple, ça consolide, mais ça reste haussier, donc je ne vois pas de raison de flipper. On va regarder quand même la clôture hebdo. Mais voilà, bon, ça pour moi, c'est pas inquiétant outre mesure. Donc c'est la semaine prochaine à voir sur Apple, mais entre guillemets, impulsion, consolidation. Ils vont essayer de nous remettre des impulsions. Donc ce truc-là, je reste dubitatif. Ça m'intéresse pas. Nvidia est allé chercher son sommet historique hier. La grande question est donc de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'Nvidia est vraiment, vraiment attractif, comme le dit Jim Cramer? Oui, ah bah voilà, tiens, parce que je l'ai entendu parler de ça hier, je trouvais ça assez marrant. Donc voilà, Jim Cramer, grand supporter de Nvidia. Pour lui, peu importe, une action qui fait des bénéfices, ça doit monter toujours et toujours, puisque de toute façon, lui, en bon permaboule de Wall Street, il réfléchit comme ça. C'est-à-dire que même si là, on est en train de pricer des profits à 24 mois avec des PE complètement débilos, il faut quand même pricer. Tant qu'il y a des profits, on monte. On ne connaît que dans un sens les actions. Le prix doit monter toujours plus haut, toujours plus fort, tant qu'il y a des profits. Et puis évidemment, le jour où on se rend compte que les profits sont pas là, c'est panique à bord. Tout le monde doit sortir en même temps. Enfin, vous avez compris le principe. C'est toujours aussi con un permaboule, mais c'est comme ça. On peut pas les changer. Encore une fois, ils font leur boulot. Je tiens à le dire encore une fois, le permaboule a raison 90% du temps. C'est juste qu'il est stupide d'appliquer ces mêmes schémas en fin de cycle, là où il devrait plutôt être plus prudent et sortir mécaniquement ces
ces billes du marché doucement mais sûrement, avant évidemment que les autres. Je vous rappelle que le but dans le marché, le but du trading, c'est pas de faire la même chose que les autres, c'est d'essayer de savoir ce que vont faire les autres avant qu'ils le fassent et de le faire avant eux. C'est aussi simple que ça. C'est ça le trading, c'est ça la spéculation. Et quoi qu'il arrive, c'est ce que font la plupart des gens. Alors après, il y a l'investissement qui est une autre affaire, mais encore une fois, c'est une histoire de timing. C'est pas le moment d'investir. Jim Cramer a plus un profil d'investisseur que de spéculateur. C'est un investisseur de génie, Jim Cramer, ça par contre, et un stock picker de génie. Mais là, à ce moment-là, c'est pas le moment de faire du stock picking. C'est pas le moment de faire. Enfin, si, vous pouvez faire du stock picking, mais bon, enfin, faut être Showtime quand même pour payer. Bon, alors Nvidia, je dis, moi par contre, je suis pas, je peux comprendre le positionnement bullish, par exemple de Jim Cramer sur ce truc-là. Je peux comprendre ça. C'est pour ça que d'ailleurs, moi celle-là, j'ai tenté des spéculations vendeuses, ça passe pas, ça m'intéresse pas plus que ça. Je vais lui laisser la main, hein, mais voilà, encore une fois, très très risqué de vous positionner vous sur ces valeurs-là, autrement que sur des trades ultra spéculatifs à court terme, dont l'objectif est simplement d'aller imprimer des prix qui n'ont aucune valeur. Donc encore une fois, si l'objectif est de retourner une valeur de votre capital, c'est pas du tout sur ce type d'action-là qu'il faut faire, mais bien entendu, attendre de trouver des faiblesses, prendre des quelques ventes à découvert pour essayer de faire un peu d'argent, passer la récession, et ensuite essayer de se mettre dans les secteurs porteurs. Voilà. Les autres actions ne m'intéressent pas outre mesure. General Electric, on est toujours en train d'essayer de ranger, de se reprendre, je pense. Voilà. Donc toujours en train d'essayer de mourir entre tout ce petit merdier. C'est un peu tout ce que à quoi je m'attendais. On va regarder Boeing, c'est ça qui a dû faire morfler un peu le Dow Jones ces derniers jours. C'est parfait. Donc voilà, Boeing, on va surveiller. Par contre, comme ici, il y a eu fausse sortie du triangle, je ne pense pas qu'il faille être très très agressif là dans l'immédiat. Mais effectivement, je m'attends quand même à une possibilité de sortie baissière sur ce truc. Je vous rappelle que si cette action-là sort par le bas, là, elle a tenté la fausse cassure, mais on voit qu'on n'arrive pas à faire la cassure haussière pour l'instant non plus. Si ce truc-là, on en sort par le bas, ouh, aïe, 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 ça va faire mal. Voilà, c'est un diamant potentiel. Alors, il n'est pas très académique, mais ça reste un diamant. Hein. Mais ici, on a bien cassé des supports et on voit bien donc l'expansion et la contraction. Mais on est bien ici dans une structure de type diamant. Hein. Donc, comme je vous dis, encore une fois, c'est pas un diamant très académique, mais on a bien ici la structure en diamant, pas très propre, mais un diamant quand même. Donc voilà, hein, on va essayer de suivre le diamond. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est donc de voir comment on va sortir de cette structure-là, qui n'est pas des plus joviales. Hein, et puis encore une fois, je vous dis, quand vous avez ce truc-là qui se met en place après ça, il y a plutôt intérêt à ce que ça sorte par le haut. Voilà, donc la question, encore une fois, et encore et toujours, je vous rappelle que dans une bulle, normalement, il y a toujours une phase retour de volatilité avec du volume. La grande question est de savoir si c'est la phase retour de volatilité avec volume. Dans ce cas-là, la sortie sera haussière pour une nouvelle extension bien bullesque, bien bullesque, hein, voilà. Mais voilà, le risque, c'est que là aussi, si on sort du diamant par le bas, c'est juste tendance haussière un peu bullesque sur la fin, gros range d'accumulation, et là, tendance baissière directe. Encore une fois, le diamant, tout comme bulle et crack, sont des structures qui permettent de passer de tendance haussière à tendance baissière. C'est juste que là, en fait, on fait tendance haussière, range, tendance baissière, mais le seul truc, c'est que le diamant, vous ne voyez pas la tendance s'inverser. Voilà. Le diamant, vous vous dites, c'est une consolidation avant de repartir haussier. D'accord ? Parce que comme toujours, en fait, quand vous avez ça, voilà, quelle est la différence entre un triangle et un diamant ? En fait, la seule différence, c'est que ça ressemble à un triangle, donc tout le monde se dit triangle dans une tendance haussière, et forcément sortie haussière. Le problème, c'est que non, comme on a fait une phase volatile avant, avec écartement de volatilité, cassure de résistance et cassure de support, en fait, vous avez deux triangles qui s'opposent. Et effectivement, là, vous avez ce qu'on appelle un biseau d'élargissement, suivi d'un triangle en contraction, et quand vous avez ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'en fait, vous avez eu le range de fin de tendance ici, le range de début de la tendance ici, et en fait, ce triangle-là, que tout le monde voit comme étant un triangle dans le sens de la tendance, est en fait un triangle dont la sortie se fait dans le sens opposé, tout simplement parce que la tendance s'est retournée au sein de la consolidation, au moment où les deux triangles se joignent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ici que le changement de polarité s'est opéré, théoriquement. Voilà. Donc à voir, mais à surveiller. Je ne m'attaquerai pas trop fort à Boeing pour l'instant, tant que ce truc-là ne confirme pas. Voilà. C'est à peu près tout ce que je vais à vous dire aujourd'hui. On passe aux questions. Alors, vous n'oubliez pas, il y a Jackson Hole ce week-end. Mais bon, encore une fois, on s'en branle. C'est l'été, il n'y a pas de flux, il n'y a rien du tout. C'est un marché à news. Un marché à news. C'est un marché à con. C'est un marché de market maker. Donc, encore une fois, le marché bouge en fonction des gens qui le tradent. Et comme pour l'instant, il n'y a pas grand monde sur ces marchés-là, vous êtes surtout la proie des market makers.
Alors, ok, bah c'est cool, merci à ta mère, Pampi. Alors, tu dis, j'ai vendu là hier, le 22, je me suis fait défoncer et j'ai revendu là, plus haut du 22, j'ai récupéré ma perte. Ah, pour le Bitcoin, oui, oui, je vais t'expliquer. Alors, j'ai pas revendu, c'est pas le 22 que ça a été vendu, hein, c'est le jour avant, en fait. C'est, regarde, hop, je vais t'expliquer. Voilà, là où moi j'ai vendu, c'était là. Quand je m'étais réveillé, alors là on regarde l'indice Bitcoin maintenant. Avant, je te rappelle, je regardais juste BTC, USD, Bitstamp. Chez Bitstamp ici, il avait détecté un breakout sine wave. Et en fait, moi quand il avait clôturé cette bougie, je me suis dit oh putain, en fait c'est salace. On a fait un vieux range tout pourri ici. On a bien accumulé, tu vois, je voyais bien A, B, C, D, E, et je me suis dit oh putain c'est parfait, on casse cette structure de range par le bas, breakout. Je me suis dit bon allez je le tente. Évidemment, comme un petit malin, je me suis mis à shorter à la clôture de la bougie, donc tout en bas, et je me suis fait péter le stop ici en cassure haussière. D'accord? Puisque forcément, en vendant ici, j'avais mis un stop au-dessus du range. Évidemment, le marché m'a piégé, et bam, il m'a raclé les stops, et je te dis, à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai compris, on va passer plus de temps dans le range, le marché n'est pas ultra bear. Je l'ai tenté, hein, vraiment, je l'ai tenté en me disant, ouf, ce marché peut être vraiment dérouillant, et là, s'il fait ça et qu'il arrive au support, parce que l'objectif, c'était de me dire, hop, si on fait ça et qu'on arrive au support, là, c'est game over, et j'avais déjà prévu mes renforts là-dessous. Hein. Mais voilà, ça s'est pas produit, ça a fait petit push, petit fake, je te pète les stops quelques heures après, et je te dis, me faisant péter les stops là pendant la nuit, je me suis dit direct le lendemain, ok, ils nous prennent vraiment pour des buses, et ben je revends et je reprends mon profit. C'est-à-dire que ce qu'ils m'ont niqué là, je l'ai récupéré ici, c'est tout. C'est dans ce sens-là où je dis, je suis re-rentré et j'ai récupéré ma perte. Voilà, j'ai repris ma perte au marché. Là, j'ai vendu avec un tout petit levier, là j'ai mis un peu plus de levier, ce qui fait que ici j'ai dû rentrer là et sortir là, ici j'ai dû rentrer là et sortir là, mais j'ai récupéré quasi exactement le montant que je me suis fait voler dans l'autre sens. Voilà. C'est juste, bon, c'est de bonne guerre, quoi, mais dans un range, j'aime pas trop me faire baiser. Là, je me suis fait baiser, mais stupidement, hein, vraiment stupidement. J'ai juste voulu récupérer ma perte. Au risque en plus de m'en reprendre une deuxième, hein, on est bien d'accord. Alors, avais-tu indiqué quelque part que tu faisais ces deux opérations? Non, non, mais ça c'est pas... Voilà. Encore une fois, je m'en fous, c'est dans un range. Je vous ai dit qu'il fallait pas trader, donc moi je trade quand même, mais quand je fais ça, quand je fais mes muses, je vais pas vous inciter à trader dans des ranges. Je sais que vous me suivez bêtement la plupart du temps, donc les trades hautement risqués, je vous les donne pas en temps réel, ou je vous les donne suffisamment après pour que vous ne puissiez pas les prendre. Parce que quand je prends beaucoup de risques, moi je m'en fous parce que je sais le gérer ce risque. Je ne peux pas vous le faire prendre, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui suivent stupidement. C'est pour vous protéger que je fais ça. Quand il y a une valeur pédagogique sur le trade, que pour moi la gestion du risque est bien, j'hésite pas à vous donner tout, même en avance. Regardez, quand on avait fait le suivi du trade BTC, c'était exactement ça. Le trade ETH, même chose. J'hésite pas à vous les donner cela parce que pour moi il y a une vraie bonne gestion du risque ici, il y a un vrai aspect pédagogique à ces trades. Vous donnez simplement mes trades pour que vous me suiviez, je déteste cette idée-là. Vous avez bien compris, crypto-analyse m'a pété les couilles avec ça pendant un moment pour me dire il faut que tu trades avec, enfin il faut que tu fasses notre truc parce que les gens se plaignent que tu partages pas tes trades et du coup on se demande si tu es un vrai trader, faux trader. Voilà, encore une fois, je ne veux pas partager mes trades parce que je sais que vous les suivez et je déteste cette idée stupide de vous nourrir sans que vous compreniez comment, pourquoi. Donc je veux bien vous donner les trades en temps réel quand il y a un aspect pédagogique qui va avec, quand je peux vous apprendre quelque chose. Quand je vois que ces trades ils ne servent à rien si ce n'est spéculer, il y en a, je ne vous les donne pas, tout simplement parce que je trouve qu'ils n'ont pas de valeur intéressante et que tout simplement, moi je fais ça pour essayer de racler un peu de pognon, mais je ne veux pas vous nourrir. Voilà. Je ne veux clairement pas vous nourrir. C'est pour cette raison que je déteste le copy trading, que je rejette toutes ces idées-là et que jamais de la vie vous me verrez vendre des signaux de trading. Je trouve que ça n'a aucun intérêt, les signaux de trading, si ce n'est vous nourrir tous les jours. C'est comme si j'étais votre cantine, vous allez venir tous les jours et attendre que je vous dise ce qu'il faut faire. Eh ben non. Non, moi je veux pas que ça fonctionne comme ça, je veux que vous fassiez marcher vos petits neurones, que certes vous veniez tous les jours pour apprendre de nouvelles choses, mais que vous soyez capable d'appuyer vous-même sur les boutons, et pas parce que Phil le fait, mais parce que vous pensez que, en respect de ce que vous avez appris, ici c'est intéressant. Vous allez prendre des gadins au début, comme toujours, comme tout le monde, mais encore une fois, est-ce que vous préférez que je vous donne une chaise roulante pour vous démerder et être comme des handicapés, ou tout simplement apprendre à marcher? Bon sang, je veux dire, alors évidemment, il y a des gens, c'est pas péjoratif pour les handicapés, encore une fois, un handicapé, il n'a pas le choix. Vous avez le choix, bordel de merde, pourquoi vous iriez vous foutre sur un fauteuil roulant? Voilà. Donc apprenez à marcher, nom de Dieu. Enfin, je sais pas, ça me semble évident, quoi.
Eh ben non, moi je l'attends pas et j'ai déjà commencé à le faire maintenant sur certaines cryptos, celles qui m'ont donné des prix qui me semblent être intéressants. Bitcoin, je vous ai dit, tant qu'il m'a pas prouvé qu'il est en train de faire la traversée du désert, je ne l'achèterai pas. S'il est en train de me faire la traversée du désert comme en 2014, il faut qu'il reste dans son range, là, à proximité de ce range, pendant encore facile, bonne paire de semaines, pour moi. Alors le JPN 225, quelle est son appellation complète? Bah, c'est ça, hein, c'est JPN 225. Ou Nikkei, tu peux taper Nikkei là-haut, ça s'appelle le Nikkei en fait, donc tu vas le retrouver avec 2K, hein, voilà, et c'est le Nikkei 225. Donc effectivement, voilà, tu vois, chez CFXCM, il s'appelle JPN, il s'appelle NI 225 chez TVC, voilà, tu le gères un peu comme tu veux. Et voilà, son nom commercial, c'est le Nikkei, en effet. Nikkei qui d'ailleurs est en train de me casser les couilles allègrement, comme on l'avait bien prédit, hein. C'est-à-dire encore une fois, le signal est là, tout est fait pour que ça vende là, et il se passe quoi? Eh ben on emmerde tout le monde d'abord, et puis après on verra. D'accord? Donc là on est rentré dans le domaine potentiel de la vague 1, donc je vous rappelle que dans ce cas-là, ce sont les supports de la vague 1 qui jouent le rôle de résistance. Donc ici on avait bien support, on est en train de tester ça. Il n'y a pas le moins de signal de momentum, mais encore une fois, hein, vous voyez bien le beau travail de market making. Hein. Je me dis, ça c'est tellement rare de voir des trail lines venir faire mumuse avec des niveaux style 25, 30. C'est d'une débilité affligeante, mais voilà, c'est purement le travail de market making. C'est pas de l'installation de tendance, c'est du trading algorithmique qui ne lâche rien et qui maintient un momentum complètement stupide. Donc moi je dirais prochain arrêt ici, et là le Nikkei je lui colle la tartasse qu'il faut. Mais pour l'instant je vais laisser le market maker faire joujou. Et ici je suis prêt à dégommer bien comme il faut vers cette zone là. Voilà. Hein, qui avait été un support. Donc en fait, encore une fois, on va faire le travail jusqu'au bout, comme ça vous voyez vraiment comment je le fais. Hop, on va reprendre le fixed range. Et tout simplement, là, je fais le travail inverse. C'est-à-dire que je veux voir où est-ce qu'on a laissé du volume en se constituant à la baisse, où est-ce qu'on a trouvé un support. Non, pardon. Alors, du coup, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà. D'accord? On a baissé, on a fait le creux, et là, on a rebondi. Donc, c'est ici que je veux voir où est-ce qu'on a laissé du volume. Bon, voilà, c'est pas compliqué, hein, c'est ici. Voilà, hop. Donc, c'est ce prix-là précisément que je veux dégommer sur le JPN. Donc, 22 715. Ici, j'y vais fort, très fort. Encore une fois, tout simplement parce que là, le stop, après, il se met au-dessus. Et puis, si le stop est chassé, ben, c'est tout simplement... C'est pas un travail de market making, ça veut juste dire que le marché est haussier. Et puis, dans ce cas-là, je me suis juste bien fait base. Et c'est le jeu, hein. Encore une fois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret. Moi, tant qu'on reste sur des sommets, sur des sommets descendants et des creux descendants, c'est reste une tendance baissière. Tant qu'on ne m'a pas prouvé le contraire. J'ai bien des doubles signaux vendeurs, mais derrière, je vois le travail du market maker, tout comme sur l'euro-yen. Donc en gros, ça veut dire si tu viens là et que tu trades logique en application bête et méchante de la stratégie, bah, tu te fais base le stop parce que bah, tout simplement, tu te fais prendre par un market maker. Mais le market maker, encore une fois, lui, son but, c'est pas de trouver la valeur juste, c'est juste d'aller exécuter les ordres qui sont disponibles. Et donc, comme je vous dis, moi, c'est ici que ça m'intéresse, parce qu'ici, je sais que le market maker, il arrêtera de travailler, ce sera trop dangereux pour lui. Donc après, c'est soit il arrête de travailler et il y a de vrais acheteurs, et dans ce cas-là, on va casser les résistances, je donne mon stop, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Mais théoriquement, là, on est dans ce cycle exit, entre ici et là, ce qui veut dire que j'ai toute cette zone-là pour travailler, et je vais m'attaquer, moi, à ne vendre que par là, et pas avant. Enfin, renforcer que par là. Je suis toujours vendeur de JPN, il n'y a pas de souci, ça peut tomber demain, faire moins 10%, je m'en fous, je suis déjà dedans. Mais pour l'instant, soit ça casse des supports pour confirmer mon trade, soit on va chercher des zones spéculatives plus intéressantes, et dans ce cas-là, je collerai un ordre vendeur par là. Voilà. Mais pas avant. Je vais mettre une petite alerte d'ailleurs. Hop. Voilà. Allez, autre question. France 24, Trump, USA, Afrique Sud, Afrique du Sud, expropriation agricole. Ah ouais, bah, c'est fantastique ça. Trump fait de l'expropriation agricole. Ah oui, oh putain, mon Dieu. Qui est con ce Trump. Bon, après, ce qu'ils font là-bas, c'est affreux également. Hein, mais bon, on va pas parler de ça. Euh, Alors, euh, le problème, c'est que si tu veux, c'est pas, tu représentes rien
pour le market maker. T'es rien, Eric. C'est-à-dire que si toi, tout seul, tu te dis, bon, bah alors dans ce cas-là, le market maker, je vais plus lui dire où je mets mon stop loss. Je mets pas de stop loss et je mets qu'un TP pour qu'il soit attiré par le TP. Tu représentes que dalle. T'es un plancton. Lui, encore une fois, l'intérêt qu'il a pour toi, c'est parce que d'autres fonctionnent comme toi et que vous êtes tous cet amas de plancton et la baleine, elle ouvre juste grand la bouche, elle récupère le plancton et elle ferme la bouche et elle vous avale après. Mais tu représentes rien. Voilà. Que toi, tu arrêtes de placer ton stop loss pour ne mettre que ton TP, ça changera que dalle. Les autres continueront toujours de mettre un stop loss. Et puis, encore une fois, je vous invite à penser rationnel. Je pense que tu n'as pas compris la conclusion réelle de l'émission de l'autre jour, qui était de dire, la conclusion, c'est pas de ne pas mettre un stop loss. La conclusion, c'est que si tu trades en été, il faut que tu éloignes ton stop loss à la taille de ton TP. Tu mets un ratio d'1 pour 1. Et dans ce cas-là, comme tu doubles la taille de ton TP, de ton stop, tu divises par 2 le levier. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ça, pour le coup, ça me semble une gestion du risque beaucoup plus rationnelle. Regarde, je te l'explique graphiquement. On reprend la courbe comme on a fait, d'accord ? C'est-à-dire ici, c'est ton ratio risque-rendement. D'accord ? Donc là, c'est l'endroit où se trouve ton TP, c'est-à-dire l'objectif. Là, c'est l'endroit où tu vas placer ton stop. Et je te rappelle, voilà, tu as un curseur sur lequel, ça c'est ton prix d'entrée. Voilà. Et effectivement, en fait, en ratio, si tu considères ça comme 100%, tu vas pouvoir te placer là sur un trade plutôt en suivi de tendance, là sur un trade en cassure, tu vois, c'est-à-dire tu vas viser un objectif proche et tu vas placer un stop lointain, mais évidemment, tu vas avoir une très grande probabilité d'aller chercher la target. Ça, c'est vrai, ça, c'est ce que je vous invite à ne surtout pas faire. On en a déjà parlé. Le trade sur breakout, c'est de la grosse daube. Ça fait surtout des perdants. Bon, sauf des mecs très très expérimentés qui savent très bien le faire, mais c'est pas votre cas. Donc ça, je vous ai dit ne pas le faire. Le suivi de tendance, le problème, c'est que derrière, faut être très très bon. Enfin, faut surtout pas se planter parce que quand vous vous plantez, vous effacez un gain et voire plus. Et ça, c'est ce que moi je vous recommande de faire, c'est-à-dire effectivement un stop loss plus petit que le TP. Le problème, c'est que l'été, il va falloir que ce curseur vous le mettiez là, quoi qu'il arrive. Tout en restant sur des trades spéculatifs, mais tout simplement, comme vous allez doubler la taille du stop, vous réduisez le levier. D'accord ? Tu comprends ? En fait, le principe, c'est que tu fasses ça ou ça, pour moi, ce sera pareil dans la gestion de ton risque. Tu vois ? C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas placer ton trade, je vais te l'illustrer sur un graphique. Tu vois, par exemple, ce trade-là. Si je le prends hors de l'été, je vais me dire, effectivement, je vais mettre une invalidation au-dessus des résistances, ici. L'été, je vais devoir mettre mon stop là. Doubler la taille du stop. Comme je double la taille de mon stop, je divise le levier par 2. C'est pareil. C'est juste que, si tu veux, je vais prendre beaucoup moins de risques, je vais laisser beaucoup moins de marge de manœuvre au market maker pour prendre mon stop, mais je vais quand même mettre un stop loss au marché. Voilà. Il faut que vous vous conditionniez à bien comprendre que vous apprenez, vous bouffez des stop loss, c'est normal. Moi, je vous ai dit, je ne mets pas de stop loss, mais encore une fois, c'est quelque chose qui me gêne de vous le dire, tout simplement parce que je sais que derrière, vous me copiez, bêtement. Et je vous l'ai toujours dit, ne pas mettre de stop loss, pour un débutant, c'est dangereux. Il vaut mieux vous bouffer un stop loss sur un sommet, et ça vous fout les boules, c'est affreux, ça fout les boules, c'est clair, que de vous amuser à les bouger, vos stop loss, alors que vous n'avez pas la même sensibilité à la gestion du risque que moi. J'ai 8 ans de travail, je sais où, quand je peux bouger mon stop, je le sens quand le marché il est là pour péter les stops. De temps en temps, je me plante, encore une fois, c'est des jugements de valeur. De temps en temps, je vais me planter, je vais reculer mon stop et je vais juste me le faire prendre juste derrière et il m'aura juste coûté plus cher. Et c'est complètement con. Mais voilà, quand je sens vraiment la chasse au stop, je préfère ajuster mon levier si nécessaire et reculer mon stop. Mais ça, vous ne pouvez pas le sentir. Donc comme vous ne pouvez pas sentir ce truc-là, je vous recommande de préférer vous faire prendre le stop loss. Si c'est ça qui doit se passer, que ça se passe. C'est pas grave. Voilà. Vous prendrez la leçon et compagnie. Mais la seule chose rationnelle que je te disais dans l'émission par rapport au market making pendant l'été, c'est pas de te dire, voilà, tu as deux options. Soit tu ne trades pas l'été, parce que tu es conscient que c'est plus compliqué, que tu vas probablement prendre plus de pertes que de gains, donc tu ne trades pas. Mais si tu veux absolument trader, et encore une fois, moi, je vous recommande même de trader l'été parce que c'est plus difficile, donc vous apprendrez plus vite parce que vous ferez plus de bêtises, mais par contre, ayez le réflexe de diviser encore votre levier par 2 pour tout simplement que les bêtises que vous allez faire ne vous coûtent pas plus cher que d'habitude. Vous allez faire plus de bêtises, c'est une occasion d'apprendre plus vite, mais par contre, il ne faut pas que ça vous coûte plus cher sur le compte. Donc, prenez des pertes qui vous coûtent 2 fois moins cher. Et acceptez encore une fois de prendre des pertes, ça fait partie du jeu. Si vous pensez que vous allez vite devenir gagnant et que vous allez éviter les pertes et que les pertes... Et comme je vous l'ai dit, si vous pensez que vous allez éviter les pertes, c'est déjà un mauvais choix stratégique. Si vous avez peur des pertes, c'est un très très mauvais choix également. Il ne faut pas avoir peur de tomber quand on veut marcher, ça fait partie du jeu. Voilà, c'est tout.
Alors, tu as tracé comment les canaux sur le Gold? Celui en pointillé. Oui, ce sont les canaux en... Ah, attends, je vais juste nettoyer le merdier, je vais te réexpliquer. On fera un petit point là-dessus, un point technique. Encore une fois, c'est pas un cadre technique, mais ça peut servir en tant que tel. C'est surtout quand on va essayer de faire des swings, c'est ce qu'on appelle en fait les fourchettes d'Andrews. Je vais aller te montrer tout ça. On va prendre le Gold, voilà, hop. Attention, les fourchettes d'Andrews, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Mais une fourchette d'Andrews, en général, c'est quand tu as ce type de système-là, c'est-à-dire un renversement baissier-haussier. En fait, tu prends les 3 points, le précédent point résistant, le support et le supposé point de ta vague 1. Et la fourchette d'Andrews, je la trouve très utile pour trouver les vagues 2, en fait. Parce que ça va te donner des zones, un timing dans lequel tu peux évoluer pour ta vague 2. Tu vois ? Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne va pas la faire là, la vague 2, et juste se casser hors du canal et compagnie. Mais si tu veux, ça me donne une projection. Voilà. Et moi, je me dis que tant qu'on reste au sein de ce canal, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Le marché reste à la recherche d'un retournement bullish. C'est ça que je veux voir. Voilà. Donc c'est juste ça, ça me donne un cadre. Voilà. Ça me donne un cadre et ça me dit qu'effectivement, dans la partie basse, c'est là que c'est intéressant d'acheter. C'est-à-dire que j'achèterai jamais dans la partie haute de la fourchette d'Andrews. D'accord ? En fait, considère ça comme une spéculation possible du futur canal qui pourra catalyser le début de la prochaine tendance. Mais c'est vraiment une spéculation. Voilà. Et ça se construit comme ça. Et alors, tu as deux modes, c'est-à-dire que tu as le mode inside et le mode original. C'est toujours pareil. En fait, tu prends les deux et tu vas trouver et tu switches entre ces deux modes pour avoir un canal qui est dans le sens opposé à ce que tu avais avant. Voilà. Là, par exemple, c'est le mode inside qui me donne un canal haussier. Et dans ce cas-là, je le fais comme ça. Quels sont tes points forts, faibles en trading? Oh, quand même. Quel montant que tu prendrais en BTC? Je l'ai déjà dit ça. Voilà. Bon, je vais te le redire vu que c'est la dernière question. À peu près 15 000 euros en tout et probablement, allez, on va dire soit un 75-25, soit 50-50. Pour l'instant, je fais que ETH BTC. Peut-être un peu de Ripple et peut-être IOTA, mais vraiment peut-être et encore pas certain. Il y en a qui me disent que c'est une coquille vide, il y en a qui me disent que c'est un truc d'avenir. Bon, enfin, en gros, on me dit tout et n'importe quoi sur IOTA, donc je pense que j'en prendrai peut-être un peu quand même au cas où, mais IOTA, j'en prendrai de toute façon moins que ce qui était prévu initialement. Donc peut-être, allez, on va dire 10% de IOTA, donc ça veut dire 1500 euros de IOTA, peut-être 2005 de Ripple, probablement 7000 de Bitcoin et le reste en Ether. Voilà. Probablement ça à peu près. Je sais pas te dire, je ne saurais pas te dire exactement. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, j'ai à peu près 5000 euros d'Ether et que ça me va pour le moment, que je n'ai pas l'intention d'en changer. Et que si ça baisse, je vais probablement acheter des bitcoins, mais pas vraiment racheter des Ethers. Même si les Ethers tombent sur des prix très intéressants, style 140 $ et tout, je préfère dans ce cas-là prendre des BTC, garder mes Ethers. Et voilà. Je pense que pour Ethereum, j'ai fait le plein. Voilà. 5000 euros pour l'instant, ça me semble bien en Ether. Je n'ai pas envie de faire plus, moins. Voilà. Je garde mes sous maintenant pour BTC et éventuellement d'autres alts. C'est tout. Voilà. Allez messieurs, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis un bon week-end et à lundi. Comme d'hab, je ne vous fais pas d'émission le week-end. Je vous rappelle, j'ai quand même le droit d'avoir une live, même si je fais tout pour vous donner un maximum d'infos. Je vous rappelle encore une fois, je bosse gratos, je fais ça pour le plaisir. Ça me fait plaisir de vous aider et de vous apprendre des choses, mais apprenez quand même à être un petit peu indépendant. Je sais qu'il y en a qui me disent on s'ennuie le week-end et on n'a pas les émissions, du coup on fait souvent des bêtises. Et ben voilà, si vous ennuyez et que vous faites des bêtises, faites autre chose. Voilà. C'est aussi con que ça, mais qu'est-ce que vous avez merdé à rester devant vos graphiques le week-end? Voilà. Enfin, si vous avez peur de trader parce que vous ne savez pas ce que moi je fais et que vous n'avez pas assez de confiance en vous, merde, allez profiter de vos potes, ou de votre famille, ou Dieu sait quoi, mais restez pas devant vos écrans, quoi.